Merhaba, 5. Notre Dame de Sion Liseliler Edebiyat Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Bonjour, bienvenue à la 5e cérémonie du prix littéraire Notre Dame de Sion des lycéens. Erich Emanuel Schmidt'in son kitabı, ünlü müzik insanı Chopin ile ilgili olduğundan törenimizi Chopin'i anmak düşüncesiyle NDS öğrencisi Lina Özyönüm'ün çalacağı Waltz en A mineur, Opus Posthumus adlı eserle renklendirmek istiyoruz. Le dernier livre d'Erich Emanuel Schmidt est consacré à Chopin. En hommage à ce grand musicien, nous invitons Lina Özyönüm, élève du lycée Notre-Dame de Sion, à interpréter la valse en La mineur, œuvre posthume de Chopin. Okulumuz 2008 yılında NDS Edebiyat Ödülünü oluşturmuştur. Bu ödül sırasıyla bir Türk yazarın Türkçe yazılmış eserine, ertesi yıl ise Frankofon bir yazarın Fransızca yazılmış ve Türkçe'ye çevrilmiş eserine verilmektedir. Eserleri değerlendiren jüri, NDS mezunu yazar, gazeteci ve akademisyenlerden oluşmaktadır. C'est en 2008 que notre école a créé le prix littéraire Notre-Dame de Sion. Ce prix est attribué chaque année en alternance, une année à une œuvre écrite en turc, l'année suivante à une œuvre d'un écrivain francophone traduite en turc. Le jury de ce prix se compose d'écrivains, de journalistes et de personnalités académiques diplômées du lycée Notre-Dame de Sion. 2013 yılından itibaren de lisemizde Fransa'daki Liseliler Goncourt Ödülü'nün bir benzeri olan NDS Liseliler Edebiyat Ödülü verilmeye başlanmıştır. Her sene Eylül ayında istekli öğrencilerden bir jüri oluşturulur. Sene boyunca jüri aday kitapları okuyup değerlendirir ve yaz tatilinden önce ödül alacak olan kitabı seçer.
Et depuis 2013, nous attribuons dans notre lycée le prix littéraire des lycéennes de Notre-Dame de Sion, qui équivaut au prix Goncourt des lycéennes en France. Chaque année, en septembre, est constitué un jury d'étudiants volontaires. Tout au long de l'année, le jury lit et évalue les livres des candidats et élit le lauréat de ce prix avant les vacances d'été. 2018 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü çerçevesinde Frankofon yazarların birbirinden etkileyici pek çok kitabını okuduk. Ancak aralarından biri bize derin izler bıraktı. Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğu. Dans le cadre du prix littéraire des lycéens de Notre-Dame de Sion 2018, nous avons lu un grand nombre de livres d'écrivains francophones tout à fait captivants. Mais l'un d'entre eux nous a profondément marqué, c'est le roman Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu. Kitabı elimize aldığımızda ilk dikkatimizi çeken, jürimiz tarafından değerlendirmeye alınan diğer eserlere kıyasla çok kısa bir roman oluşuydu. Henüz bize katacağı ve düşündüreceği çok fazla şey olduğunu bilmiyorduk. Okudukça anladık ki yazarın en başarılı olduğu noktalardan biri verdiği mesajları okuyucuyu yormadan eğlenceli bir üslupla aktarması ve aynı zamanda okuyucuyu düşündürmesidir. Lorsque nous avons pris ce livre en main, la première chose qui nous a frappé est que c'est un roman très court en comparaison des autres œuvres que notre jury allait évaluer. Nous ne savions pas encore qu'il y aurait tant de choses à découvrir et à méditer. En le lisant, nous nous sommes rendus compte que l'une des plus grandes réussites de l'auteur, c'est de transmettre son message au lecteur sans le lasser, mais d'une manière plaisante, tout en l'incitant à la réflexion. Kitapta bizi içine çeken diğer bir özellik ise roman bütünlüğünün daha çok diyaloglarla kurulmuş olmasıdır. Karakterlerin düşünüş tarzlarının ve tavırlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayan bu özellik tiyatro severleri kitaba yöneltmektedir. Une autre caractéristique de ce livre nous a attirés, le fait que l'unité de roman se fonde surtout sur les dialogues. Cette particularité, qui assure une meilleure compréhension des façons de penser et des attitudes des personnages, est de nature à plaire aux amateurs de théâtre. Yazar kitapta gerçeklik konseptini Konfüçyüs tarzı bir yaklaşımla ele alır. Konfüçyüs gerçek nedir sorusuna bu bunaltıcı ve sıkıcı hayatın içinde başımıza gelen olayları kabul edemememiz sonucunda kendimizi iyi hissetmek için uydurduğumuz yalanlar diyerek cevap vermiştir. Bu kitapta da gözlemleyebileceğimiz gibi bir süre sonra kendi yalanlarımıza o kadar inanırız ki, o kadar bağlanırız ki o bizim hakikatimiz haline gelir. Baş kahraman olan Bayan Ming'in hayatının temelinde bu oluşturur aslında. Dans ce livre, l'auteur traite le concept de réalité par une approche de type confucien. À la question « Qu'est-ce que la vérité ?», Confucius répond en disant que ce sont les mensonges que nous avons créés afin de nous sentir bien en raison de notre incapacité à accepter ce qui nous arrive dans cette vie étouffante et ennuyeuse. Et comme nous pouvons le constater dans ce livre, au bout d'un moment, nous tenons tant à nos propres mensonges que cela devient notre vérité. Et c'est cela qui est à la base de la vie de Madame Ming, l'héroïne de ce roman. Bir nefeste okunan, 70 sayfası 500 sayfalık içerik taşıyan bu kitap, ilk bakışta normal görünen ama kitabın ilerlemesiyle beraber normalin dışında pek çok şey olduğunu okura gösteren unutulmaz karakter Bayan Ming, sadece bizim hakikat hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmemiş, aynı zamanda diğer ülkeler tarafından kapalı bir kutu, bir gizem olarak görünen Çin'in bugününe ve yaşam gerçekliklerine ışık tutmuştur. Ce livre de 70 pages, mais qui contient matière à 500 pages, se lit d'un seul trait et paranormal à première vue. Mais en progressant dans sa lecture, le livre nous montre beaucoup de choses hors du commun. Le personnage inoubliable de Madame Ming n'a pas seulement modifié nos pensées à propos de notre vérité, il a en même temps éclairé les réalités du présent et de la vie de la Chine, considérée comme une boîte fermée, un mystère par les autres pays. Kitabın yazarı Erik Emanuel Schmidt'e bize bunları düşündürdüğü, hissettirdiği ve okulumuza geldiği için teşekkür ediyor, kendisine hoş geldiniz diyoruz. Nous remercions Erik Emanuel Schmidt, l'auteur de ce livre, de nous avoir fait réfléchir et sentir tout cela et d'être présent parmi nous dans notre école. Yazarımızı 2018 NDS Liseliler Edebiyat Ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Nous invitons notre auteur à venir sur scène pour recevoir le prix littéraire Notre-Dame de Sion des lycéens 2018. Merci.
Ah, on fait la photo. Je dis un mot? On dit ça? Non, je ne veux pas maintenant. Erik Emanuel Schmidt'in 2012 yılında yazdığı ve aldığı ilgi sayesinde Almanca, Korece, Türkçe de aralarında olmak üzere pek çok dile çevrilen Bayan Ming'in Hiç Olmayan 10 Çocuğu adlı romanını güzel Türkçemize kazandıran çevirmen Yaşar İlksavaş'a sonsuz teşekkürlerimizle ödülünü vermek istiyoruz. Yaşar İlksavaş hasta olduğundan bugün gelemedi. Yönetmen ve komedyen Ersin Umulu'yu onun adına ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Le roman d'Éric Emmanuel Schmitt, Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus, a été écrit en 2012 et traduit dans de nombreuses langues, dont en allemand, en coréen et en turc. Nous attribuons le prix avec tous nos remerciements au traducteur Yaşar İlksavaş qui nous a donné une belle version turque de ce roman. Yaşar İlksavaş étant malade, n'a pas pu venir aujourd'hui. Nous invitons le réalisateur et comédien Ersin Umulu à monter sur scène pour recevoir le prix en son nom. Fransız Edebiyatı'nın ünlü ismi Erik Emmanuel Schmidt'in bu değerli eserini Türk Edebiyatı'na kazandırdığı için başta Yaşar İlksavaş'a, bu ödüle layık gören damdasyon öğrencilerine ve değerli jürisine çok çok teşekkür ediyoruz. NDS Liseler Edebiyat Ödülü Türkiye'de bu tarzda oluşturulmuş ilk ve tek ödüldür. Bu nedenle bize bir ilki yaşatan müdürümüz Yan Dölansöly'e ve Türk Müdür Baş Yardımcımız Suzan Sevgi'ye ve yıl boyunca çalışmalarımızda bize her türlü yardımı sağlayan hocalarımız Mirey Sadeş ve Müjgan Aral'a teşekkür ederiz. Le prix littéraire des lycéennes de Notre-Dame de Sion est le premier et unique prix de ce genre en Turquie. Pour cette raison, nous tenons à remercier notre directeur et initiateur de ce prix, M. Yan Dölansöly, la directrice adjointe turque, Mme Suzan Sevgi, ainsi que nos professeurs, Mme Mirey Sadeş et Müjgan Aral, qui, tout au long de l'année, nous ont apporté toute leur aide dans notre travail. Ve şimdi arkadaşımız Aren Canel'den Chopin'in Mazurek Fa minör Opus 63 No 2 adlı parçasını dinliyoruz. À présent, nous vous invitons à écouter notre camarade Aren Canel qui va nous interpréter la mazurka en fa mineur de Chopin, Opus 63 numéro 2.
Erik Emanuel Schmidt ile söyleşiye geçmeden önce size kısaca yazarımızı tanıtmak istiyoruz. Erik Emanuel Schmidt, Franco-Belj romancı, oyun yazarı ve Goncourt Akademisi'nin üyesidir. 1960 yılında Lyon, Fransa'da doğmuştur. 1980-85 yılları arasında École Normale Supérieur'de felsefe eğitimi almıştır. Eserlerinde Tanrı, dinler, şiddet, yitirilen kimlik, davranışların gizemi gibi konulara yer veren Schmidt'in kitapları 54 dile de çevrildi ve tiyatro oyunları 50'den fazla ülkede sahnelendi. Avant de donner la parole à Éric Emmanuel Schmitt, nous aimerions présenter brièvement notre auteur. Éric Emmanuel Schmitt est un romancier, dramaturge et réalisateur franco-belge. Il est né en 1960 à Lyon, en France. Il a étudié la philosophie à l'École normale supérieure de 1980 à 1985. Les livres d'Éric Emmanuel Schmitt, qui abordent des sujets tels que Dieu, les religions, la violence, l'identité perdue, l'énigme de comportement, ont été traduits en 54 langues. Et ces pièces de théâtre ont été présentées dans plus de 50 pays. Bonjour, merci. Merci. Je suis très heureux que vous ayez aimé ce livre. L'avantage du livre et l'inconvénient de ce livre, c'est qu'il est court. C'est un avantage pour être lu, c'est souvent un désavantage, un inconvénient pour recevoir un prix. J'ai écrit beaucoup de livres assez courts parce que j'aime beaucoup concentrer ma pensée et je n'aime pas m'ennuyer et je n'aime pas ennuyer mon lecteur. Donc souvent mes livres sont brefs et parfois ça m'a posé des problèmes. J'y pensais à l'instant, un autre de mes livres que certains d'entre vous ont lu, d'après ce que j'ai compris, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, un livre dont le personnage, Monsieur Ibrahim, est turc. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès en France et ensuite beaucoup de succès en Allemagne. Donc, un éditeur américain l'a acheté. Ne sachant pas ce qu'il achetait, il achetait un livre qui avait du succès dans plusieurs pays. Et puis, on lui livre la traduction du livre et le pauvre, il se rend compte de ce qu'il a acheté. Et il est très déçu parce que ça fait 70 pages, comme Madame Ming. Et je me souviens toujours du coup de téléphone que m'avait passé mon éditeur new-yorkais. Il m'a appelé en me disant « Écoutez, ce n'est pas sérieux. Un livre, ça fait 300 pages. Ça fait pas 70 pages. Est-ce que vous pourriez pas écrire l'histoire de Madame Ibrahim ?» Voilà. Alors, merci d'avoir récompensé Madame Ming sans que j'ai écrit l'histoire de Monsieur Ming. Bravo. Voilà, je suis aussi très heureux de recevoir un prix parce que figurez-vous qu'en France, je ne peux plus recevoir de prix. C'est fini, puisque je fais partie de l'Académie Goncourt qui donne le prix Goncourt et quand on est membre du prix Goncourt, eh ben, on n'aura plus jamais de prix. Surtout pas le prix Goncourt, bien sûr, mais ça, je l'ai déjà eu pour mes nouvelles, mais même des prix d'autres jurys. Donc, en France, je suis mort pour les prix. Merci de m'avoir ressuscité à Istanbul. Je pense qu'on peut peut-être poser je peux répondre à vos questions par rapport au livre, plutôt que de parler tout seul. Je préfère répondre à vos questions. Évitons la première question puisqu'elle ne vient jamais, et donc passons à la deuxième. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez souvent choisi des enfants pour le personnage principal? Parce que Monsieur Ibrahim... Oui, c'est très souvent. Très souvent. Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Oui, Oscar et la Dame Rose aussi. Oui. L'enfant de Noé. Très souvent. Ben parce que pour moi... l'enfant est un philosophe spontané.
Qu'est-ce que c'est être philosophe? Bon, vous savez, moi, on a dit tout à l'heure que j'étais philosophe de formation et de métier. Le seul métier que j'ai exercé pendant 4 ans, c'était d'enseigner la philosophie à l'université. Et après, comme j'ai tout de suite rencontré le succès avec mes livres et mes pièces, j'ai toujours vécu de ma plume et j'ai toujours pu me consacrer à l'écriture. Mais qu'est-ce que c'est être philosophe? Platon, philosophe de l'Antiquité, disait que la première qualité du philosophe, c'est s'étonner. S'étonner. Les enfants s'étonnent. Les enfants posent des questions. Et ils essayent de répondre à ces questions avec leur pure raison. Ils n'ont pas forcément de la culture qui leur permettrait de combler cette interrogation trop rapidement. Et donc, je trouve que les enfants ont l'esprit philosophique que parfois les adultes perdent. Dans une de mes pièces, j'avais écrit les enfants sont spontanément philosophes, ils posent des questions, les adultes sont spontanément idiots, ils répondent. Mais effectivement, être philosophe, c'est s'étonner, questionner, penser que ça ne va pas soi, essayer de comprendre avec son intelligence, pas avec sa culture. Et donc, beaucoup de héros de mes textes sont des enfants parce que ça me permet finalement de remettre en question des évidences, de me réinterroger sur la vie. Donc, dans Oscar et la Dame Rose, c'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui est leucémique et qui va mourir parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement à sa maladie. Et il s'interroge sur la vie, sur la mort, avec une authenticité totale. Voilà, dans Monsieur Ibrahim, c'est un adolescent qui est violent par manque d'amour. Il n'a pas de mère, sa mère est partie, son père est dépressif. Et il y a juste Monsieur Ibrahim, l'épicier musulman de la rue à Paris, qui rentre en rapport avec lui. Et il va s'interroger sur le sens de la vie. Voilà, j'aime beaucoup avoir des héros enfants parce que je ne sous-estime pas les enfants. Quand on est adulte, on a envie de croire qu'on est plus intelligent qu'un enfant. C'est tellement faux. On a plus de connaissances, on a plus de savoir. On a plus aussi l'impression de savoir. On n'a pas forcément plus de savoir, on a plus l'impression de savoir. Et moi, je suis un grand amoureux de ce qu'on appelle l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance, c'est pas du tout la nostalgie de l'enfance, c'est pas du tout la régression dans l'enfance. L'esprit d'enfance, c'est essayer de cultiver en soi des qualités qu'on a dans l'enfance et que souvent la vie nous fait perdre. Dans l'enfance, on a cette capacité de s'étonner, qui est une qualité philosophique. Dans l'enfance, on a de l'humilité. On sait qu'on ne sait pas. Souvenez-vous, la première parole du philosophe Socrate, c'est dire « je sais que je ne sais pas ». L'enfant sait qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il pose des questions et qu'il se tourne vers les adultes. Donc, l'étonnement, l'humilité. Et puis, je dirais qu'on a aussi dans l'enfance le sens du mystère. Le monde est mystérieux et ça nous va très bien. On n'essaye pas de plaquer un faux savoir sur le monde. On vit avec confiance dans ce mystère, en se disant que peut-être un jour on en saura plus, mais finalement on peut arriver à vivre sans tout savoir. Et ça, cette espèce de confiance fondamentale qui est comme une forme de foi, souvent on la perd dans l'âge adulte. Donc je trouve que l'esprit d'enfance est une chose qu'on doit véritablement cultiver. Et moi, quand j'écris un livre, j'écris vraiment comme si c'était la première fois, toujours. Cultiver la fraîcheur, vous voyez, cultiver le... C'est ce que je fais dire à Oscar dans Oscar et la Dame Rose, vivre chaque jour comme si c'était la première fois. Voilà. Lutter contre l'usure, la fatigue de vivre, l'illusion de savoir, l'impression qu'on connaît déjà. Ça, c'est horrible. Cultiver le sentiment de la première fois. Tolstoï, le grand écrivain russe, disait exactement l'inverse. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Alors moi, je ne peux pas passer ma vie à dire adieu. Par contre, je peux passer ma vie à dire bonjour. Et c'est exactement ça que je fais dire à Oscar, c'est-à-dire vivre chaque jour comme si c'était la première fois. Moi, il m'arrive qu'on me pose des questions, on me les a posées 1000 fois. Mais je me dis toujours, la personne qui me pose cette question, c'est la première fois qu'elle me la pose, donc c'est la première fois que je lui réponds. Et je retrouve l'énergie, l'envie de répondre à la question. Donc voilà, j'ai trouvé dans l'enfance beaucoup de principes de vie.
Est-ce que vous avez été influencé par quelqu'un dans votre vie dans la formation de Madame Ming? Non. Pourquoi? Je me suis inspiré de quelqu'un, non? Non. Non. Je l'ai totalement imaginé, cette Madame Ming. C'est plutôt des images qui m'ont inspiré, parce que vous savez ce que c'est son métier. Elle nettoie les toilettes dans un grand hôtel. Elle est ce qu'on appelle en français dame pipi. Forcément, moi, dans les restaurants et les hôtels, j'ai vu des dames pipi. Et c'est souvent malheureusement des gens qu'on méprise parce que c'est un métier que voilà, on estime dégradant. Et moi, à chaque fois, je pense pas ça. J'ai souvent entamé la conversation avec une dame pipi pour lui montrer que je la réduisais pas au fait qu'elle nettoie les toilettes et que c'était une personne, une vraie personne. Et donc, voilà, je pense que c'est ça que j'ai toujours fugitivement aperçu. Une fois, il m'est arrivé même une anecdote assez ridicule pour moi. C'était une grande première à Paris. J'étais joué par un grand acteur français qui s'appelle Alain Delon. Donc, vous imaginez l'événement, etc., etc. Après, il y a une grande réception dans le Fouquet's, qui est un restaurant parisien sur les Champs-Élysées. Il y avait tout le Paris politique, tout le Paris artistique qui était là. Et moi, comme toujours, le soir d'une première d'une pièce, évidemment, j'étais malade. Je vomis à chaque première de toutes mes pièces. Donc, j'étais pas bien du tout. Ça s'était très, très bien passé, la pièce, mais... Là, voilà, j'étais très très mal et puis donc je me suis évanoui et donc on m'a emmené dans une partie du restaurant et là il y avait une dame qui avait l'air extrêmement compétente et qui s'occupait d'appeler le médecin, etc., etc., etc. Et comme moi j'étais à une table où il y avait que des ministres, j'ai tout de suite pensé que c'était l'attaché du ministre. Et donc je lui ai parlé à cette dame. Malgré ma maladie, comme ça, et elle me parlait avec beaucoup de compétence. Et puis à la fin, on m'a dit que c'était la dame pipi du restaurant. Et je me suis dit, mais je suis très content de lui avoir parlé comme si c'était le bras droit du ministre. Non, voilà. Moi, je suis très sensible, et vous trouverez ça dans beaucoup de mes textes si vous en lisez, je suis très sensible aux êtres qui ne savent même pas qu'ils sont intelligents et qui sont vraiment intelligents. Je suis très sensible aux personnes extrêmement modestes qui ne savent pas qu'elles sont des trésors, qui ne savent pas qu'elles sont des personnes merveilleuses. Et parce qu'elles sont trop modestes pour penser ça. Alors vous en trouverez beaucoup dans mon livre. Monsieur Ibrahim, il est comme ça. Odette Tout le Monde, j'ai fait un film avec Catherine Fro et Albert Dupontel. Odette Tout le Monde, elle est comme ça. Elle ne sait absolument pas qu'elle est une femme merveilleuse, qu'elle a un grand cœur, qu'elle a une vraie intelligence. J'adore montrer ces personnages que certains mépriseraient et qui en fait sont vraiment des trésors. Donc je me suis surtout inspiré de ça. Mais je n'ai jamais connu de dame chinoise qui m'a inspiré Madame Ming. J'ai essayé de voir si elle me ressemblait sur la couverture, je ne sais pas. Avez-vous une raison spécifique qui vous a inspiré pour créer un personnage turc? Pour créer un personnage turc. Ah oui. Vous l'avez dit avec une... C'est le soufisme. C'est le soufisme qui m'a amené sur les territoires de la Turquie. Même si au départ, c'est un auteur iranien, Rumi, qui m'a passionné. Mais le soufisme, effectivement, est une réalité de la terre iranienne et de la terre turque. Donc c'est par les livres, en fait. C'est par les poètes mystiques que je suis arrivé en Turquie. Moi, après, je suis venu en Turquie. J'ai vu les derviches tourneurs la première fois que je suis venu à Istanbul il y a bien longtemps. J'ai vu différentes choses qui m'ont fasciné. Et voilà, pour moi, il s'est imposé que le personnage était turc, sans très bien connaître la Turquie, mais il n'y a pas besoin pour cette histoire c'est un Turc qui vit à Paris.
Je me suis vraiment rendu compte qu'il était turc quand le livre a eu du succès en Allemagne. Mais oui, parce que en France, on dit c'est l'arabe du coin. Alors il dit, attends, arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche dans l'épicerie. Et puis il dit, je suis pas arabe, je suis musulman. Puis après, il lui dit, je viens du Croissant d'Or. Enfin, il lui explique qu'il est turc. Mais les Français font pas attention à ça. Mais en Allemagne, où il y a 5 millions plus de Turcs, et que souvent, celui qui tient l'épicerie au coin de la rue, c'est le Turc, le livre a été pendant 1 an et demi premier de la liste des best-sellers du Spiegel. Ça a été un énorme succès en Allemagne parce qu'au fond, les Allemands, ils comprenaient encore mieux le livre que les Français puisque M. Ibrahim était turc. Donc c'est en Allemagne que je me suis rendu compte que M. Ibrahim était turc. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question par ici, je crois. Voilà. Comment vous avez choisi les caractères des enfants? Oh, je sais pas. Je sais pas. L'imagination, c'est quelque chose d'inexplicable. Hein. J'ai l'impression que tous les enfants sont comme des fleurs qui seraient nées sur une terre qui est le Confucius. Je lisais beaucoup Confucius et j'essayais d'imaginer des êtres qui pouvaient illustrer la philosophie de Confucius. C'est comme ça que les enfants sont arrivés. Parce que chacun nous raconte quelque chose de la vision du monde de Confucius. Donc je crois que c'est venu un peu comme ça. Vous savez, on demande toujours à un écrivain d'où vous viennent vos idées de livres, comment vous viennent les personnages. L'écrivain fait toujours semblant de répondre, mais j'en sais rien. La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi j'écris et je ne sais pas comment ça m'arrive. Pour l'instant, ça m'arrive. Tant mieux. Je suis inspiré, j'ai plein de livres dans la tête. J'en ai encore pour des années à écrire déjà ce que j'ai dans la tête aujourd'hui. Mais en fait, c'est un grand mystère. Alors, c'était Cocteau qui disait « Ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». Mais effectivement, quand un écrivain répond à des questions comme ça, il fait semblant d'être l'organisateur de quelque chose. On reçoit. Moi, j'ai l'impression que je suis un arbre. Et puis, sur l'arbre que je suis, il y a des oiseaux qui viennent se poser. C'est les idées. Les idées de livres, les personnages, les histoires. Alors, il y a des idées qui restent pas longtemps, c'est pas des idées pour moi, c'est pas des livres pour moi, c'est des livres que quelqu'un d'autre écrira. J'espère que l'oiseau va se poser sur l'arbre de l'autre, mais moi, ça reste pas. Puis il y a des livres qui font leur nid et qui restent et qui s'incrustent. Là, je sais que je dois écrire, mais ça se passe comme ça. C'est comme c'est le monde qui m'inspire, c'est les gens qui m'inspirent, et puis un jour, ça devient une histoire. Mais c'est inexplicable. Bonjour, bienvenue. Merci. Je voudrais vous demander pourquoi le père de Momo a eu besoin de créer Popol dans sa tête. Pourquoi? Le père de Momo. Ah, le père de Momo a créé Popol. Ah oui, oui. Donc, Monsieur Ibrahim. Alors, figurez-vous que c'est une histoire vraie. Ça. J'ai eu un ami qui a été élevé par son père. Et son père lui a fait croire pendant toute son enfance qu'il avait eu un frère aîné, il s'appelait pas Popol, qu'il avait eu un frère aîné parfait, qui faisait tout bien, qui était assidu à l'école, qui salissait pas la maison, qui était obéissant, qui était sage, qui était câlin, etc., etc. Et cet ami a découvert à l'âge de 20 ans, le jour où il a rencontré enfin sa mère, qu'en fait, il n'avait jamais eu de frère. Son père avait inventé un frère parfait, pour humilier. Il pensait que c'était pour éduquer son fils, en lui montrant ce que devait être un bon fils, mais en fait, derrière, il y avait une stratégie beaucoup plus ambiguë qui consistait aussi à humilier perpétuellement son seul et unique fils. C'est une histoire incroyable qui m'avait tellement frappé que je l'ai mise dans Monsieur Ibrahim.
Ce père, le père de Momo est incapable d'être un père. Il le sait d'ailleurs, il le sait. Il le sait tellement qu'il écrit une lettre pour dire je ne suis pas capable d'être un père, j'espère que tu me pardonneras un jour. C'est un homme qui est complètement dans les fantômes du passé, c'est un homme qui n'a pas survécu au traumatisme de la disparition de ses parents, c'est un homme qui n'a pas su revenir dans la vie. Et moi, je ne lui jette pas la pierre. Hein. D'ailleurs, M. Ibrahim ne lui jette pas la pierre. Il dit à Momo, il faut que tu pardonnes à ton père. Il ne faut pas que tu en veuilles à ton père. Mais voilà, c'est un père qui n'était pas câblé pour devenir un père, qui n'a jamais su faire ça. Et donc, je lui ai donné cette histoire-là que j'avais rencontrée dans la vie et qui m'avait tellement choqué. J'aurais été incapable d'inventer un truc pareil. Parce que c'est d'une telle perversité, c'est d'une telle cruauté, c'est d'une telle inconséquence. Je sais pas, ça me serait difficilement venu à l'esprit. C'est une histoire vraie. Bonjour. Pourquoi vous avez souvent parlé des cultures différentes dans vos livres? Ça me tient à cœur. Alors, un jour, j'écris un texte qui s'appelle Milarepa, qui est un texte que j'écris pour le théâtre, et qui parle du bouddhisme tibétain, puisque Milarepa est une grande figure du bouddhisme tibétain. Et puis, le texte, c'était en Suisse. Le texte se joue d'abord en Suisse avant de venir en France. Et puis, je fais des interviews pendant 2 jours avec les médias suisses. Et au bout d'une longue interview d'1 heure avec un journaliste, à la fin, il me dit naturellement, vous êtes bouddhiste. Parce que j'avais écrit une pièce qui s'appelait Milarepa, qui était sur le bouddhisme tibétain. Je lui dis non. Et il me dit, mais pourquoi vous écrivez sur le bouddhisme si vous n'êtes pas bouddhiste? Et je lui dis, est-ce qu'il faut être noir pour être antiraciste? Et là, en disant ça, je me suis rendu compte que je tenais quelque chose. C'est-à-dire que souvent, le discours sur les religions est en fait un discours sur une religion. Soit c'est quelqu'un qui la promeut et qui vise à l'offrir aux autres et à amener les autres au cœur de cette religion, soit c'est un discours qui la détruit et qui la critique pour dire qu'elle ne vaut rien. Donc il y a, je dirais, il y a assez peu il y a 2 attitudes, le prosélytisme et la critique. Et moi, c'est pas là que je me situe. Moi, j'ai un regard humaniste sur les religions. C'est-à-dire que j'y vois des trésors de sens, des trésors de spiritualité qui peuvent influencer même quelqu'un qui n'est pas de cette religion. Et donc, le jour où ce journaliste me dit « Pourquoi vous avez écrit une pièce sur le bouddhisme si vous n'êtes pas bouddhiste ?» Je me suis dit « D'accord, je continue. » Donc, le suivant que j'ai écrit, c'était Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Puis ensuite, ça a été Oscar et la Dame Rose, l'enfant de Noé, etc., etc. Et le prochain qui paraîtra en janvier, c'est sur l'animisme africain. Et voilà, je me suis dit que c'était une démarche qui m'était naturelle, mais qui était peut-être utile. Parce que souvent, on a peur de la religion des autres, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et s'approcher, ne serait-ce qu'à travers un récit d'une religion qui n'est pas la sienne, c'est tout d'un coup obtenir une sorte de familiarité, voire d'empathie, voire même de sympathie avec quelque chose qui nous est étranger. Et ça, c'est le pouvoir de la littérature. La littérature est capable de faire ça, de produire ces familiarités, ces intimités. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait une des routes que j'emprunterais dans mon écriture. Donc voilà, non pas un regard religieux sur les religions, mais un regard humaniste sur les religions. Bonjour. Dans votre livre, Monsieur Ibrahim et les fleurs
Coran, pourquoi la mère de Momo a abandonné sa famille? Ah, bah, parce que elle le dit brièvement, elle n'a jamais aimé le père de Momo. Elle l'a épousé pour partir de chez elle. Visiblement, déjà dans sa première famille, elle n'était pas heureuse. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça qui se servent de leur premier couple pour quitter la maison, tout simplement. Donc, elle a épousé le père de Momo, qu'elle n'aimait pas vraiment. Et puis, quand elle a été avec lui, elle s'est rendue compte qu'elle ne l'aimait pas vraiment. En même temps, l'enfant arrive, Moïse. Et là, elle se sent prête à aimer Moïse, par contre. Mais elle rencontre un autre homme. Et là, elle connaît enfin l'amour et l'envie de vivre avec quelqu'un. Donc, elle va partir avec cet autre homme et, sous la pression du père de Moïse, abandonner Moïse. Je crois que c'est une histoire malheureusement assez banale. Moi, j'en connais plein de gens qui ont fait ce trajet, enfin de femmes qui ont fait ce trajet. Un mariage, elle s'est mariée trop vite. Elle s'est mariée trop vite. Elle s'est mariée sans être amoureuse, nous aussi. Donc voilà, le premier couple a été détruit, ou la première tentative de famille a été détruite, et la famille détruite par cette impatience ou cette hâte. Donc elle a fait des choses que pour des raisons négatives. Elle a épousé le père de Moïse pour partir de chez elle, et donc c'était pas une bonne raison. Et puis elle a fait un enfant pour consolider un couple qui n'était pas solide. C'est encore un deuxième mauvais réflexe. Peut-être le premier bon réflexe qu'elle a, c'est quand elle tombe amoureuse de quelqu'un et qu'elle va vraiment bâtir sa vie, cette fois-ci, sur de l'amour. Mais moi, je ne juge pas mes personnages, vous savez. D'ailleurs, je ne juge pas les gens de manière générale. Je les laisse vivre. Voilà. J'essaye de les comprendre. Et pourquoi il y a la fleur et une lettre dans le Coran de Monsieur Ibrahim? Que symbolise-t-elle? La lettre? Oui. Et les fleurs? Très important. Merci de me poser cette question. J'ai appelé le livre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est un petit peu obscur, même si quand on a lu, on devine. Tout le long de l'histoire, Monsieur Ibrahim dit « Je sais ce qu'il y a dans mon Coran ». Voilà. Et à la fin, quand Momo récupère enfin le volume, le Coran de Monsieur Ibrahim chez le notaire, il ouvre en se disant « Je vais enfin savoir ce qu'il y a dans son Coran ». Et dans son Coran, il y a 2 fleurs séchées et une lettre de son ami Abdullah. Mais 2 fleurs séchées. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a dans le Coran de Monsieur Ibrahim ce qu'il y a mis, lui, Monsieur Ibrahim, c'est-à-dire sa lecture. Ce qui fait du Coran un grand livre de sagesse, c'est la lecture qu'on en fait. Il y a des gens qui lisent le Coran et qui n'en tirent que des imbécilités. Il y a des gens qui lisent le Coran et qui en tirent la justification de leur violence. Il y a des gens qui lisent le Coran et qui trouvent le moyen de devenir plus spirituel, plus haut, plus élevé, plus altruiste, plus ouvert aux autres. La lecture fait le livre. Les 3 grands livres sacrés, les livres fondateurs des 3 grandes religions monothéistes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, sont des livres qui ont une nature assez hétérogène, c'est-à-dire qu'on y voit souvent une chose et son contraire. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous avez des appels au meurtre et au génocide. C'est très violent, l'Ancien Testament. Vous prenez le Nouveau Testament, bon alors là, pas pareil. Les 4 évangiles sont vraiment des traités anti-violence, sans une seule contradiction. Mais dans le corpus du Nouveau Testament, dans le corpus chrétien, vous avez aussi l'Apocalypse, où vous retrouvez la violence et la justification de la violence. Et vous prenez le Coran, vous avez aussi, à côté de choses de pensées qui vont vous élever et vous rendre infiniment plus spirituel, vous avez aussi des appels à la violence, des appels au meurtre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir les lire, ces livres. Voilà.
Et que lire un livre saint, lire un livre qui est à la base d'une religion, ce n'est pas cesser de réfléchir, c'est au contraire commencer à réfléchir. C'est-à-dire que pour moi, la vraie culture religieuse est une culture critique. C'est-à-dire, on s'interroge sur ce qu'on lit, parce qu'il y a tout et son contraire. Donc voilà, ça fait appel à l'intelligence, pas à l'obéissance. Bon, alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. Mais ça fait appel à l'intelligence. Donc, pour moi, c'est la lecture qui fait le livre et non pas le livre qui fait la lecture. Voilà. Et j'adore la lecture que fait M. Ibrahim de son Coran. Voilà. C'est bien le problème de notre époque et de toutes les époques. À partir de livres qui vont permettre de devenir plus généreux, plus altruistes et plus spirituels, certains ont trouvé simplement la justification de toute leur pulsion de violence et la justification de leur haine. Il faut apprendre à lire et il faut savoir lire. Il faut exercer sa pensée critique. Et donc, avoir une religion, c'est pas être un imbécile qui prend un petit bout de texte et puis qui en fait le chemin de sa vie. C'est lire tout le texte et réfléchir à ce texte et voir comment une partie d'un texte éclaire l'autre, y compris avec une lumière contradictoire. C'est réfléchir. Voilà. Il n'y a pas de religiosité sans réflexivité. La pensée religieuse, c'est une pensée. C'est pas le fait d'un perroquet. C'est pas du psittacisme. C'est une pensée. Voilà, donc à travers ce titre, j'essaye de dire tout ça. Ça fait beaucoup. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, ça veut dire voilà. Les fleurs qu'il y a déposées et qui ont séché, c'est sa lecture du Coran, c'est sa sagesse, c'est son humanité. Très important ce titre pour moi. Bonjour. Pourquoi avez-vous tué Monsieur Ibrahim quand maman avait besoin de lui? Moi, j'ai tué Monsieur Ibrahim? Dans le livre. Alors là, on voit que vous n'êtes pas écrivain. Moi, j'obéis au personnage. Je reçois l'histoire. Je ne tue pas mes personnages. Même si j'en ai envie, parfois. Quand j'ai écrit sur Hitler, j'ai écrit un roman sur Hitler qu'en France on lit beaucoup, qui s'appelle La part de l'autre. Je peux vous avouer que j'avais envie de le tuer pendant le roman, ça m'aurait bien arrangé. Personne n'est jamais arrivé à tuer Hitler. Hein. Il n'y a que lui qui est arrivé, il s'est tiré une balle dans la tête. Tous les attentats ont échoué, y compris après les miens, par exemple. Non. Non, c'est très important. Quand M. Ibrahim emmène Momo en Turquie, il lui dit « Je vais te montrer la mer d'où je viens, ma mère de naissance. » Et puis après, Momo nous dit, une fois qu'on a passé Istanbul, il est devenu encore plus... Il était très ému, et il disait pensivement « Bientôt, nous allons rejoindre la mer d'où je viens, etc. » Et puis un jour, M. Ibrahim dit que ça y est, on approche de sa mère de naissance et il prend la voiture tout seul. Et Momo le retrouve le soir mort parce que la voiture s'est écrasée contre un mur. Je ne dis pas tout, moi, dans un livre. C'est fait exprès. Si vous interprétez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Ibrahim est malade. Il sait qu'il est malade. Il sait qu'il n'a plus longtemps à vivre. Quand il a acheté la voiture, il a dit 3 semaines, je serai mort dans 3 semaines. Mais on croit que c'est une blague. Mais il l'a dit. C'est-à-dire que M. Ibrahim cache à Momo qu'il a plus beaucoup de temps à vivre. C'est pour ça qu'il l'emmène dans sa mère de naissance. Mais dans la leçon de vie qu'il lui donne, il y a aussi accepter la mort. Et donc, quand il est en train de mourir, M. Ibrahim lui dit toutes les branches du fleuve se jettent dans la même mer, la mer unique. Et là, on comprend de quoi il parle. Et il lui dit, et à la fin, il dit ne pleure pas, ne crains rien, je ne meurs pas, Momo, je vais rejoindre l'immense. Voilà. Il fallait, si M. Ibrahim donne à Momo une leçon de vie, ça veut dire qu'il lui donne une leçon de mort aussi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il lui fait accepter aussi l'idée que une fois qu'on a fait son temps, on s'en va. Et qu'on accepte de s'en aller.
Et il lui dit, tu pleures sur toi, pas sur moi. Moi, j'ai eu une belle vie. J'ai vécu vieux, etc., etc. Et puis il lui dit, il y a eu toi, etc. Donc, c'est très important que la leçon de sagesse de M. Ibrahim aille jusque-là. Mais ce n'est pas moi qui ai tué M. Ibrahim. M. Ibrahim devait mourir. Et bien sûr, c'est triste qu'il meure, mais en même temps, c'est consolant la façon dont il nous parle de la mort. Vous savez, moi, il m'arrive depuis 5 ans de jouer le texte sur scène. Je le joue beaucoup, de plus en plus. Et quand je commence, je sais que je suis Momo, très énervé, avec ses problèmes d'adolescent, etc., etc. Mais je sais que j'ai rendez-vous à la fin avec M. Ibrahim qui sourit même face à la mort. Et ça, je peux vous dire, c'est un chemin qui me donne vraiment l'énergie de faire tout le spectacle. Voilà. Il n'y a pas d'écrivain qui tue ses personnages, ou seulement les mauvais écrivains. Les personnages sont comme les êtres vivants. Ils meurent, parfois. Toujours. Bienvenue à notre école, monsieur. Merci. Est-ce que c'est possible de voir quelques traces de votre passé dans les livres de monsieur Ibrahim ou madame Mink? Quelques traces ou quelques souvenirs? Ah, que vous voulez que j'en dise, là? J'ai rien compris. Je suis totalement ébloui, en fait, donc... Ah! Pardon. Oui, bien sûr. Vous savez ce que c'est l'imagination? L'imagination, c'est du recyclage de la mémoire. On a souvent beaucoup d'imagination quand on a beaucoup de mémoire. Moi, j'enregistre très facilement et il y a plein de choses qui ressortent dans mes livres, mais je ne m'en rends pas compte au moment où je les écris. C'est souvent le livre fini que je me rends compte qu'il y a des choses autobiographiques. Voilà. Alors, par exemple, dans Monsieur Ibrahim, puisque vous me posez la question sur Monsieur Ibrahim, j'ai fait Monsieur Ibrahim avec mon grand-père. Alors, mon grand-père, il n'était pas turc, il n'était pas musulman, il n'était pas épicier, mais il était comme Monsieur Ibrahim, c'était un sage. C'était un sage qui avait la parole économe, qui avait des phrases aussi lourdes de sens que ses silences. C'est quelqu'un qui était tellement plein que, voilà, il était très drôle, il était très ironique, un peu comme Monsieur Ibrahim, très tendre aussi comme Monsieur Ibrahim. Et bien sûr, la couleur de Monsieur Ibrahim, je l'ai trouvée en pensant à mon grand-père. Et puis il y a des phrases de mon grand-père qui sont dans la bouche de Monsieur Ibrahim. Un homme, sa vie seulement dans 2 endroits, soit son lit, soit ses chaussures. Ça, mon grand-père disait tout le temps ça. Voilà, il y a des petites choses, mais c'est surtout il y a des choses qu'on n'invente pas. La tendresse d'un vieil homme pour un homme plus jeune, moi, c'est mon grand-père qui me l'a apprise. Et donc, forcément, j'ai fait Monsieur Ibrahim avec la fontaine de tendresse qui était mon grand-père. Voilà, donc c'est... Et d'ailleurs, moi, quand il m'arrive de le jouer sur scène, je monte sur scène en partie parce que je sais que je vais faire revivre mon grand-père. Il va revenir en moi dès que je vais interpréter Monsieur Ibrahim. Et ça me procure un grand bonheur. Voilà. Et il m'est même, j'en parlais tout à l'heure, il m'est même arrivé parfois d'avoir l'impression que le temps me joue des tours, c'est-à-dire que mon grand-père n'était pas épicier, mais son père l'était. Mon arrière-grand-père. Et il était épicier dans un village de France qui s'appelle Brangue. Et à Brangue, il y a un château qui était celui d'un des plus grands écrivains français, Paul Claudel. Et figurez-vous que donc c'était mon arrière-grand-père qui apportait ses fruits et ses légumes au grand poète français qui était Paul Claudel. Et moi, ce que j'ai vécu de très drôle au mois de juin, c'est que il y a à Brangue, dans le parc du château de Paul Claudel, un festival de théâtre qui est très beau. Et on m'a demandé de venir jouer Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran dans le parc où mon grand-père apportait, mon arrière-grand-père apportait des légumes. Et alors, quand je jouais, je regardais, en plus je jouais en plein air, donc il y avait des éclairages, mais c'était en plein air. Je regardais le ciel en disant, j'espère que tu me vois quand même,
parce que la vie est assez drôle. Je lui dis, maintenant c'est moi la vedette, et c'est moi qui viens chez Paul Claudel, non pas avec mes légumes, mais avec mes textes, et parce que la famille Claudel aime ce que j'écris, et que moi j'adore Claudel aussi. Voilà. Donc oui, il y a toujours des éléments biographiques, mais je suis sûr qu'un psychanalyste en trouverait beaucoup plus que moi je n'en trouve. Moi, je ne veux pas me connaître. Je ne veux pas me connaître, ça ne m'intéresse pas. Parce que je préfère cultiver l'équilibre ou le déséquilibre qui me rend artiste. L'équilibre ou le déséquilibre qui me rend fécond. L'équilibre ou le déséquilibre qui fait que j'ai tout le temps des idées dans la tête et des histoires à raconter, et j'ai tout le temps l'énergie de le faire. Une énergie inépuisable pour faire ça. C'est un mystère, ça. Et je ne veux pas y toucher. Vous voyez, si j'allais chez un psychanalyste et que je m'allongeais et que j'apprenais à me connaître, peut-être que ça entamerait ça. Alors je ne veux pas. Parce que d'abord, ça me rend heureux, et puis c'est moi. Donc voilà. Et moi, je me connais assez peu, en fait. Par contre, là, il y a beaucoup de monde. Je veux dire, il y a beaucoup de personnages. J'ai inventé, j'ai publié plus de 40 livres avec les pièces de théâtre, et c'est pas fini. Donc je peux vous dire, j'en ai inventé des personnages, et il y en a encore que j'inventerai. J'ai inventé des centaines de personnages. Donc voilà, ça m'intéresse plus de parcourir le monde avec mon imagination que me connaître moi. Voilà. Et j'espère que je n'aurai jamais j'aurai jamais besoin de faire une analyse, parce que peut-être que ça me remettrait d'aplomb, mais j'ai peur que ça tue le créateur. Voilà. Il faut des zones d'obscurité si ces zones vous rendent fécond et si ces zones sont la source de votre énergie. Je sens que vous allez cultiver vos zones d'obscurité. Dans le livre de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Momo ne sait pas que Popol n'existe pas, mais Monsieur Ibrahim le sait. Oui. Mais même, il parle avec Momo sur Popol. Oui. Pourquoi il n'explique pas la vérité à Momo? Oui, très bonne question. Monsieur Ibrahim respecte beaucoup le père de Momo et sa position de père. Et il ne deviendra lui-même le père adoptif de Momo qu'après la mort de son réel père. Donc, Monsieur Ibrahim ne dit jamais rien de négatif. Et même après la mort du père de Momo, il lui dit il faut pardonner. Il n'était pas capable d'être heureux, etc. etc. Momo a un immense respect du père de Momo. Et Monsieur Ibrahim a un immense respect du père de Momo. Et donc, donc il ne va pas dire la vérité, parce que ça serait révéler les mensonges du père. Et si le père de Momo était resté le père de Momo, comment Momo aurait pu supporter de connaître ce mensonge, vous voyez? Donc, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il sait la vérité, mais il ne la dit pas, parce que ça ferait plus de mal à Momo que de bien. Là, on retrouve une chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans la vie, c'est la part du mensonge. Faut-il mentir? Parce que le livre que vous avez récompensé, Madame Ming, c'est un livre sur quand même un personnage qui ment. Et qui est magnifique parce qu'il ment. Puisqu'elle s'invente 9 enfants qu'elle n'a pas eus. Hein. Et là, on voit aussi la différence entre, je dirais, l'Europe et l'Asie. Hein, c'est-à-dire que nous, l'Occident, je dirais, plutôt plus que l'Europe, nous, dans nos pays occidentaux, on a un devoir de vérité parce qu'on est dans des religions monothéistes. Hein, c'est-à-dire que, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, on a Dieu au-dessus de nous, à qui on doit la vérité et qui voit la vérité. Donc on a
le culte de la vérité. Et le mensonge est considéré comme quelque chose de mauvais. On est dans des civilisations verticales. En Asie, il y a des civilisations horizontales. Il n'y a rien au-dessus du groupe humain. Vous voyez ? Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de Dieu. Et donc, c'est le groupe humain qui compte et l'harmonie du groupe humain. Alors, s'il faut mentir pour assurer l'harmonie du groupe humain, ce n'est pas un problème. Vous voyez ? Donc, on n'a pas du tout la même haine du mensonge et le même amour de la vérité. C'est ça qui était intéressant à voir dans Madame Ming. Alors moi, je me trouve entre l'Asie et l'Occident sur cette question-là. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux dire la vérité, mais uniquement quand la vérité peut être entendue. Voilà. Donc, je sais pas, par exemple, si j'apprends que quelqu'un est malade et d'une maladie incurable et qu'il ne le sait pas et que moi je le sais, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas le dire à la personne tout de suite. Que si je vois qu'elle ne peut pas supporter cette nouvelle, je ne vais pas lui dire sous prétexte de dire la vérité, alors que le médecin ne l'a pas dit, par exemple. Mais je ferai un travail pour faire en sorte qu'un jour je puisse dire la vérité, ou plutôt qu'elle puisse être entendue. Donc vous voyez, donc j'accepterai de vivre dans le mensonge le temps que la vérité soit audible. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis entre l'Asie et l'Occident. C'est-à-dire je n'ai pas une horreur absolue du mensonge, autrement je ne serais pas écrivain, je ne serais pas un être de fiction et qui croit au pouvoir de la fiction, et même au pouvoir guérisseur de la fiction. Voilà. Voilà. Moi, je crois qu'il faut créer les conditions de la vérité, mais parfois, créer la condition de la vérité, c'est être encore dans le mensonge ou conserver des mensonges. Ce que je dis est très discutable, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le dis. Merci à vous. Merci beaucoup.